On est littéralement noyé sous les données, un déluge constant d'images, de textes, de sons, mais au milieu de tout ce vacarme, comment on fait pour trouver ce qui compte vraiment, pour extraire, disons, l'essence même de l'information? C'est exactement la question qu'on va se poser aujourd'hui. On va explorer une famille d'algorithmes assez fascinants qui ont été conçus pour cette mission bien précise, apprendre à représenter l'essentiel à partir de données brutes. Et le plus fou dans tout ça, ils le font sans aucune supervision. Alors, voici notre plan de bataille. On va commencer par l'idée de base, puis on va faire un petit voyage dans le temps pour voir d'où vient ce concept. Ensuite, on va décortiquer ce qu'est un auto-encodeur et comment il est bâti. Après ça, on verra des exemples concrets dans le monde réel avant de se pencher sur les défis et l'avenir de cette technologie. C'est parti! Pour bien comprendre les auto-encodeurs, il faut savoir que ce n'est pas une idée qui est sortie de nulle part hier. Comme beaucoup de grands concepts en intelligence artificielle, ça a une histoire assez riche qui a vraiment préparé le terrain pour ce qu'on peut faire aujourd'hui. Tout commence à germer dans les années 80, mais le vrai décollage, le moment clé, c'est 2006. L'article de Hinton et Salahodinov, c'est une petite révolution. Avant ça, on n'arrivait pas vraiment à entraîner des réseaux profonds pour cette tâche, c'était un vrai blocage technique. Eux, ils ont montré comment faire. Et à partir de là, tout s'est accéléré. En 2010, on a appris à les rendre plus costauds face au bruit. Et en 2013, c'est une autre étape majeure, les auto-encodeurs variationnels, les VAE, qui ont ouvert la porte à la génération de nouvelles données. Chaque pas a rendu l'outil de plus en plus puissant. Ok, maintenant qu'on a le contexte historique, allons-y, plongeons au cœur du sujet. C'est quoi, au juste, un auto-encodeur? Alors la première chose à comprendre, et c'est vraiment fondamental, c'est que les auto-encodeurs, ça relève de l'apprentissage non supervisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on ne mâche pas le travail à la machine, on ne lui donne pas d'étiquette, pas de « ça c'est un chat, ça c'est un chien », non. On lui donne juste un tas de données brutes et on lui dit « débrouille-toi, trouve la structure, trouve ce qui est important là-dedans ». Et voilà la définition. Un auto-encodeur, c'est un réseau de neurones qu'on entraîne à faire un truc qui paraît simple. Je te donne une entrée, tu dois me la reconstruire. C'est tout. L'analogie de l'artiste fonctionne très bien ici. Imaginez un dessinateur de génie. On lui montre une scène hyper complexe et son premier job, c'est d'en faire une esquisse minimaliste, un croquis qui capture l'essentiel. Ça, c'est la compression. Ensuite, un autre artiste pourrait prendre juste ce croquis et s'en servir pour repeindre la scène originale. Ça, c'est la reconstruction. L'auto-encodeur fait précisément ça, mais avec des données numériques. Le processus est donc un cycle. On part des données brutes, l'entrée, l'encodeur s'en occupe et les compresse en une représentation super compacte. C'est ce qu'on appelle la représentation latente, qui se trouve dans le fameux goulot d'étranglement. C'est là que stockée l'information essentielle. Puis, le décodeur prend ce code compressé et fait le chemin inverse. Il essaye de reconstruire les données de départ pour qu'elles soient le plus fidèles possible à l'original. Pour bien visualiser, on a donc 3 pièces maîtresses. D'abord, l'encodeur. C'est notre premier artiste, celui qui synthétise, qui fait le croquis. Ensuite, l'espace latent. Ça, c'est le croquis lui-même. C'est l'information distillée la plus pure. C'est le cœur du réacteur. Et enfin, le décodeur. Notre deuxième artiste, celui qui prend le croquis et qui tente de refaire le tableau original. Bon, on a compris le concept général. Maintenant, on va mettre un peu les mains dans le cambouis et regarder de plus près comment ces réseaux sont construits et comment ils s'entraînent. La clé de tout ça, c'est vraiment le design de l'architecture. Ce goulot d'étranglement, cette contrainte, c'est ce qui force le réseau à être intelligent. C'est un peu comme si on essayait de faire passer un meuble entier par le trou d'une serrure. Ça ne marche pas. Il faut le démonter, ne garder que les pièces essentielles, les passer, puis le remonter de l'autre côté. Cette contrainte empêche le réseau de simplement tricher en faisant un copier-coller. Il est obligé de comprendre et de synthétiser. Et pour entraîner ces réseaux, on a plusieurs boutons à régler. D'abord, la taille de l'espace latent. Plus il est petit, plus on compresse et plus le défi est grand. Ensuite, on joue sur la profondeur et la largeur des couches, ce qui va définir la complexité du modèle, sa capacité à saisir des détails fins. Et enfin, le paramètre le plus important pour l'apprentissage, la fonction de perte ou perte de reconstruction. Cette perte de reconstruction, il faut la voir comme le moteur de l'apprentissage. C'est une fonction mathématique qui va donner une note d'erreur. Elle calcule à quel point l'image de sortie est différente de l'image d'entrée. Et tout le but de l'entraînement, c'est de réduire ce score d'erreur, encore et encore, jusqu'à ce qu'il soit le plus bas possible. C'est en essayant de minimiser cette différence que le réseau apprend à capturer l'essence des données. Ok, la théorie c'est bien, mais en pratique, à quoi ça sert? On va voir maintenant quelques exemples concrets. Voilà l'application historique, celle du fameux papier de 2006. Regardez bien. En haut, on a les images originales de chiffres écrits à la main. Et en dessous, ce que l'auto-encodeur a réussi à reconstruire après les avoir compressés dans un tout petit code. La fidélité est juste bluffante.
Et c'est bien plus puissant que des méthodes plus classiques comme l'ACP, parce que l'auto-encodeur, lui, arrive à capturer des relations complexes, non linéaires, que les autres approches ne peuvent tout simplement pas voir. Une autre application géniale, c'est le débruitage. Là, on change un peu les règles du jeu. On donne au réseau une image sale, pleine de bruit, comme une vieille photo abîmée. Et sa mission, ce n'est pas de la reconstruire à l'identique, mais de reconstruire la version propre, l'original. Il doit donc apprendre à faire la différence entre l'information utile, le signal, et ce qui n'est que du bruit, du parasite. Et comme on le voit, ça marche incroyablement bien. Et la liste est longue. On les utilise pour la détection d'anomalies, pour la compression d'images, et ça devient encore plus fou avec des variantes comme les VAES, qui sont capables de devenir des modèles génératifs. C'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas de reconstruire, ils peuvent carrément inventer de nouvelles données, de nouvelles images qui n'ont jamais existé, mais qui ont l'air parfaitement réelles. Bien sûr, ce n'est pas une technologie magique. Les auto-encodeurs ont leurs limites et la recherche continue de les améliorer. Le plus grand risque, c'est que le réseau devienne paresseux et qu'il apprenne simplement à faire un copier-coller parfait de l'entrée vers la sortie sans rien comprendre. L'analogie du faussaire en art est parfaite pour ça. Il peut reproduire un tableau existant à la perfection, c'est de la mémorisation, mais il est incapable de créer une œuvre originale dans le même style, ce qui demanderait une vraie compréhension. Le but de l'auto-encodeur, c'est d'apprendre à comprendre, pas juste à mémoriser. Cette citation de Hinton, tirée de leur fameux papier, résume tout. En gros, il dit « On savait depuis les années 80 que l'idée était bonne, mais il nous manquait 3 choses. Des ordinateurs assez puissants, assez de données et les bonnes astuces techniques pour bien démarrer l'entraînement. » En 2006, ces 3 conditions étaient enfin réunies et c'est ce qui a tout débloqué. Et depuis, l'évolution continue. Pour surmonter les limites, on a inventé tout un zoo de variantes. Les débriteurs et les épars pour forcer le réseau à être plus robuste, les fameux VAE qui sont devenus des stars de la génération d'images, et plus récemment, les auto-encodeurs masqués, les MAE, avec une idée géniale, on cache des morceaux de l'image et on demande au réseau de les deviner. C'est une technique hyper efficace qui est à la base de beaucoup de grands modèles de vision actuels. Bon, il est temps de résumer. Si on devait garder seulement quelques points clés de tout ça, ce serait quoi ? Premier point, les auto-encodeurs, c'est de l'apprentissage non supervisé. Ils apprennent l'essence des données tout seuls. Deuxième point, leur architecture est simple mais hyper efficace, avec ce trio encodeur, espace latent et décodeur. Troisièmement, ils sont super bons pour réduire la dimensionnalité, nettoyer les données et extraire des informations utiles. Et enfin, des variantes modernes comme les VAE les ont transformés en de puissants outils de création. Et tout ça, ça nous laisse avec une question un peu plus vertigineuse pour la fin. On est en train d'apprendre aux machines à distiller l'essence de l'information. C'est un outil fondamental pour comprendre notre monde. Alors la question n'est plus de savoir si elles peuvent comprendre, mais plutôt, si on leur demande un jour de trouver notre propre essence, l'essence de l'humanité, qu'est-ce qu'elles y trouveront ? Je vous laisse là-dessus.